Un juge a condamné à tort un adolescent noir innocent à mort, jusqu'à ce qu'il appelle son grand-père, son avocat intrépide. La salle d'audience était froide, non pas à cause de l'air vicié qui s'échappait des bouches d'aération du plafond, mais à cause de l'atmosphère elle-même, de la tension si intense qu'elle semblait s'infiltrer dans les bancs en acajou et suinter du sol en marbre. C'était le genre de froid qui obligeait les gens à se redresser, à parler plus doucement et à détourner le regard lorsqu'ils croisaient les leurs. Ce silence glacial emplissait chaque recoin de la salle, tandis que Tyrell Morgan, 16 ans, était introduit par les portes latérales, entravé aux chevilles, les poignets menottés devant lui, la tête baissée sous le poids de trop de regards et de trop de suppositions. Il paraissait moins de 16 ans, petit, les épaules voûtées dans une combinaison orange trop grande, le tissu l'engloutissant comme s'il n'était pas fait pour un enfant. Il ne leva pas la tête, il n'en avait pas besoin. Il sentait déjà leur jugement s'accrocher à lui comme de la fumée. Certains le fixaient, avec un dégoût à peine voilé, les lèvres serrées, la décision déjà prise. D'autres observèrent la scène avec une pitié feinte, comme s'ils observaient un animal errant boitant dans la circulation. Mais personne, pas un seul, ne le regardait avec la conviction de son innocence. Pour eux, il était déjà coupable. Ce n'était qu'un autre garçon du South Side, pauvre, noir et jetable. Aux yeux du système, ce trio était la seule preuve dont ils avaient besoin. L'accusation avait monté son histoire avec une précision clinique. Tyrell Morgan avait tendu une embuscade et abattu le sénateur d'État à la retraite Victor Langston dans le parking du 3e étage d'un centre commercial huppé du centre-ville. Ils ont parlé d'un vol qui avait mal tourné. Ils ont affirmé que le suspect, Tyrell, avait tenté de fuir les lieux. Ils ont présenté une image de surveillance granuleuse montrant une silhouette mince en sweat à capuche courant dans la ruelle. Pas de visage clair, pas d'empreinte digitale, aucune arme jamais retrouvée. Pourtant, ils ont insisté sur le fait que c'était lui. Le seul témoin oculaire du crime ne s'était pas présenté en personne. Au lieu de cela, l'accusation lut une déclaration dactylographiée d'une personne sous identité protectrice. Un récit vague affirmant avoir vu Tyrell dans le coin ce soir-là. Aucun détail. Pas de contre-interrogatoire. Juste un témoignage opportun, impossible à vérifier. Et pourtant, c'était suffisant. Le juge Richard Harland était assis au-dessus de tout cela, perché sur son banc comme une relique taillée dans la pierre. Cheveux argentés, larges épaules et regard silencieux, Harland était connu dans tout le circuit comme un homme fier de son efficacité et de sa sévérité. Sa salle d'audience avançait rapidement. Les appels étaient rarement bloqués. Les accusés ne sortirent souvent pas. Derrière les portes closes, des murmures suivaient ses pas. Des murmures sur des poignées de main échangées en coulisses. Des dettes politiques payées par des décisions et le silence. Ce n'était un secret pour personne que le sénateur Carl Dunning, un associé de longue date de Langston assassiné, avait discrètement fait pression sur Harland pour une nomination fédérale. Et maintenant, le juge avait un procès pour meurtre très médiatisé, emballé et placé sous ses yeux. Une condamnation ferait des merveilles pour les deux hommes. Au dernier rang, 2 journalistes de petits journaux griffonnèrent des notes hésitantes, leurs yeux se portant plus souvent sur leur téléphone que sur les témoignages. Les principaux médias de la ville avaient étonnamment peu à dire sur l'affaire. Les gros titres étaient coupés, la couverture médiatique limitée. Pas d'interview avec la famille de Tyrell, car il n'était pas présent. Pas d'analyse approfondie des preuves, car il n'y en avait aucune. C'était comme si le monde entier avait convenu que ce garçon ne méritait pas ce genre d'encre. L'avocat commis d'office de Tyrell était affalé à côté de lui, un homme d'une 50aine d'années, les papiers tachés de café et le regard épuisé. Il avait traité 5 affaires cette semaine seulement et avait à peine jeté un coup d'œil au dossier avant aujourd'hui. Ses objections, lorsqu'elles surgirent, furent marmonnées et rapidement rejetées. Il n'exigea pas de non-lieu. Il ne conteste pas les images de surveillance. Il ne demanda pas le vrai nom du témoin anonyme. Il s'est simplement assis, s'est gratté le cou et a attendu que la prochaine chose lui soit lancée. Tyrell gardait les yeux fixés sur le sol poli, immobile.
Son esprit vagabondait, non par choix, mais parce que c'était le seul endroit resté intact. Il revenait sans cesse à cette nuit-là, 2 semaines plus tôt, un mardi soir, où il avait marché 3 pâtés de maison jusqu'à l'épicerie du coin après l'école. Il se souvenait du sac de course qu'il tenait dans le bras, une bouteille de lait, une boîte de céréales, quelques pommes. Il se souvenait du trottoir craquelé sous ses baskets, de la lueur orange du lampadaire au-dessus de sa tête. Et puis, venues de nulle part, des mains, grandes, gantées, rugueuses. Il se souvenait d'avoir été poussé contre un mur de briques, son sac s'ouvrant sur le trottoir, des pommes roulant dans la rue. Des voix d'hommes qu'il ne pouvait voir aboyaient des ordres, demandant un nom qu'il ne reconnaissait pas. Lorsqu'il leur dit qu'il ne savait rien, l'un d'eux lui enfonça une lampe torche si fort dans les côtes qu'il en perdit le souffle. Il n'eut jamais de réponse. On ne lui expliqua jamais pourquoi. Cette nuit-là, il fut conduit en cellule de détention. Le lendemain matin, il fut inculpé de meurtre. Maintenant, dans cette salle d'audience, son silence n'était plus un signe de défi, mais une question de survie. Il avait vite compris que parler ne faisait que leur donner plus de matière à confusion. L'accusation ne tarda pas à présenter ses arguments d'ouverture. Le procureur adjoint, un homme nommé Roland Blake, chauve et large de poitrine, s'avança avec assurance devant le jury, présentant un récit moins factuel que celui de la peur. Il décrivit Tyrrell comme le produit d'un quartier violent, un garçon endurci par la criminalité, avide de réputation. Il montra l'image de surveillance agrandie sur un écran, comme si le flou noir du sweat à capuche était indéniable. Il s'appuya fortement sur le statut du sénateur à la retraite, dépeignant la victime comme un homme du peuple, un héros de guerre, un législateur qui avait lutté sans relâche pour cette communauté, omettant commodément que Langston avait parrainé une loi réduisant les fonds destinés à l'éducation dans les quartiers défavorisés, ou que son historique électoral avait activement nui au quartier dont Tyrrell était originaire. Le juge Harland autorisa tout, chaque raisonnement, chaque hypothèse déguisée en preuve. Lorsque l'avocat de Tyrrell tenta de contester l'allégation de l'accusation d'appartenance à un gang, sans preuve, Harland la rejeta avant même que la sentence ne soit prononcée. Tyrrell remua sur son siège, non pas par malaise, mais parce que quelque chose en lui commençait à s'effondrer. Il réalisa qu'il ne s'agissait pas d'un simple malentendu. Ce n'était pas une erreur, c'était une décision. Un scénario déjà écrit, avec des rôles attribués bien avant qu'il ne pose les pieds dans la salle d'audience. Les jurés l'observèrent attentivement. Certains plissèrent les yeux lorsqu'il s'agita. Une femme, au premier rang, refusa tout regard. Un autre juré, un homme d'âge mûr en cravate écossaise, griffonnait furieusement chaque fois que l'accusation parlait, mais leva à peine son stylo pendant la réponse molle de la défense. Le procès n'avait pas duré 1 heure, et déjà Tyrrell sentait le verdict lui peser sur le cou. Le témoin suivant était un technicien médico-légal qui affirmait que le sweat à capuche, retrouvé dans une benne à ordures, correspondait à celui vu dans la vidéo. Pas d'ADN. Pas de fibre le reliant à Tyrrell. Juste une proximité et une supposition. Malgré tout, il fut admis comme preuve. L'avocat de Tyrrell ne le contesta pas. À mesure que la journée avançait, les murs de la salle d'audience semblaient se refermer. Chaque son résonnait plus fort. Le frottement des papiers, les raclements de gorge, le clic d'un stylo sur une rampe en bois. Tyrrell restait immobile. Mais à l'intérieur, la tempête grondait. À la pause, il fut reconduit en zone de détention. L'huissier, un homme grand, la coupe au bol et l'air inexpressif, le guida sans un mot. Les menottes lui mordèrent les poignets, les chaînes cliquetant à chaque pas comme un battement de tambour indésirable. Derrière les portes de la salle d'audience, les rouages de la machine tournaient. Les gros titres attendaient de s'écrire d'eux-mêmes. Tyrrell était assis dans la petite pièce stérile et fixait le mur. Sa respiration était saccadée. Il sentait encore les bleus sous ses côtes, nés de cette nuit-là. Il entendait encore l'un des officiers rire et dire « Il correspond parfaitement à mes critères. Je parie qu'il a fait pire. »
pire. Il se souvenait s'être alors demandé pourquoi cela arrivait. Qu'avait-il fait pour mériter cela? Comment un garçon avait-il pu être transformé en tueur sans preuve, sans mobile, sans histoire, juste parce qu'il en avait l'air? Et maintenant, il était là, jugé pour un meurtre qu'il n'avait pas commis, sans personne pour le défendre. La justice n'avait pas été aveugle. Elle avait simplement refusé de le regarder. 2 semaines avant le procès, bien avant les fers et le marteau, la vérité avait déjà été condamnée à mort. Dans une pièce faiblement éclairée et sans fenêtre, enfouie sous l'hôtel de ville, une pièce qui ne figurait sur aucun plan, l'inspecteur Marcus Raines entra et ferma la porte en acier derrière lui. L'air était vicié, chargé de l'odeur de vieux secrets et de peurs plus vives. 2 hommes étaient assis à la table sous la lumière fluorescente vacillante. Le sénateur Carl Dunning et le commissaire Elliot Granger. Leurs costumes étaient impeccables, leur posture raide, mais leurs yeux trahissaient l'urgence. Quelque chose avait mal tourné. Dunning fit glisser un épais dossier sur la table sans un mot. Son geste était vif, délibéré. Raines l'ouvrit. À l'intérieur se trouvèrent des images de surveillance, des horodatages, des images de caméras de circulation et un nom en lettres noires et grasses, Logan Mercer, le neveu du sénateur, 19 ans. Arrêté 2 fois pour agression, renvoyé de l'université après une violente crise, et maintenant filmé sans équivoque, quittant la scène d'un meurtre avec un pistolet argenté à la main. La victime, le sénateur d'État à la retraite, Harold Langston. Une balle dans la poitrine, dans un parking faiblement éclairé, connu pour ses caméras cassées et ses angles morts, sauf qu'une caméra de circulation avait filmé ce qu'elle n'était pas censée filmer. Nettoyez tout. La voix de Dunning se glissa dans la pièce comme un serpent dans les hautes herbes. Ne me faites pas répéter. On ne sacrifie pas le sang. Trouvez quelqu'un d'autre pour porter le chapeau. Le commissaire Granger n'ajouta rien, se contenta d'acquiescer et de joindre les mains comme un prêtre attendant la confession. Raines ne broncha pas. Il avait bâti sa carrière sur l'obéissance déguisée en initiative. Les ordres lui parvenaient à voix basse. Les conséquences se multipliaient. En quelques heures, un nom émergea. Un profil qui correspondait à l'histoire déjà chuchotée dans les commissariats et les rédactions. Tyrell Morgan, 16 ans, quartier sud. Pas de casier judiciaire, pas de père, élevé par son grand-père. Il avait erré dans les mauvaises rues, porté le mauvais sweat à capuche, vécu la mauvaise vie aux yeux de ceux qui élaborèrent les règles. Il était familier. Il était remplaçable. Les policiers le trouvèrent un mardi après-midi, rentrant chez lui avec un sac en papier Kraft rempli d'œufs, de céréales et d'une petite brique de lait. Il ne courut pas. Il ne parla pas. Il eut à peine le temps de lever les yeux que son visage heurta le mur de briques. Ses courses jonchèrent le trottoir, le lait imbibant le trottoir comme du sang versé. Ils le traînèrent dans une voiture de patrouille, tandis que les voisins criaient depuis les porches. Mais personne n'osa entrer. Son badge éclipsa la vérité. Personne n'expliqua ce qu'il avait fait. Personne ne lui dit pourquoi. Tyrell passa la première nuit dans une cellule de détention, trop froide pour dormir. Le lendemain matin, on fit venir un avocat commis d'office, dont la mallette était usée au coin et dont le regard ne croisa jamais le sien. L'homme lut quelques lignes sur une feuille de papier, ne demanda jamais à Tyrell sa version des faits, puis partit avant la fin de l'heure. Personne n'appela son grand-père. Personne ne lui demanda d'alibi. De retour à la mairie, Raines observa les images des caméras de circulation discrètement marquées pour suppression. Une image nette montrant le visage de Logan Mercer avait déjà été effacée des enregistrements numériques. Seule subsistait une image floue provenant d'une caméra de garage cassée, montrant une silhouette encapuchonnée dans l'ombre. C'était suffisant pour l'histoire qu'il devait vendre, juste assez floue pour être déformée, juste assez dangereuse pour convaincre un jury avide de tourner la page. Monsieur Ellis, le voisin âgé qui avait salué Tyrell à son retour avant le meurtre, tenta d'appeler la station à 3 reprises. Aucun message ne fut entendu. La 4e fois, son numéro fut bloqué, et ainsi, l'injustice s'est mise à tourner, lentement mais sûrement.
Chaque requête déposée par l'avocat commis d'office sous-payé a été rejetée avant même d'arriver sur le bureau du juge. Demande de visionnage des images, rejetée. Demande d'assignation à comparaître pour savoir où Mercer se trouvait, rejetée. C'était comme si la machine entière avait déjà décidé de la culpabilité de Tyrell avant même qu'il n'ouvre la bouche. Dans la salle d'audience, le juge Richard Harland se dressait derrière son banc avec l'assurance d'un homme aux mains puissantes. Son marteau se déplaçait comme une épée, réduisant au silence la moindre tentative d'équité. Il autorisa la photo floue. Il accepta toutes les objections de l'accusation. Il rejeta presque toutes celles de la défense. La galerie était clairsemée ce jour-là, plus clairsemée qu'elle n'aurait dû l'être pour une affaire aussi médiatisée. Quelques journalistes blasés griffonnèrent des notes. Quelques curieux restaient figés, incrédules, et au premier rang, une mère serrait les mains si fort que ses jointures en blanchissaient. Ce n'était pas la mère de Tyrell. Personne ne savait où elle était. Cette femme n'avait jamais rencontré Tyrell, mais elle avait 3 fils, dont l'un marchait dans les mêmes rues. Le procureur, jeune, prétentieux, habitué, prononça son discours de clôture avec l'élégance d'un homme auditionnant pour une promotion. Il a traité Tyrell de loup déguisé en mouton, symbole de la violence qui s'était emparée de la ville. Il a pointé la photo du doigt. Il l'a qualifiée d'accablante. Il a brandi une pile de SMS imprimés qui n'avaient rien à voir avec le crime, mais suggérait que Tyrell s'était déjà rendu dans le même centre commercial. C'en était assez, et le moment venu, le juge s'est éclairci la gorge. Pour meurtre au 1er degré. Je condamne Tyrell Morgan à mort. Les mots ont retenti comme du plomb à travers la salle. Une femme dans la galerie a crié, une autre a ravalé ses sanglots. Même les journalistes ont cessé d'écrire. Tyrell n'a pas bougé au début. Il est resté assis, les yeux rivés sur un point quelque part entre le sol et le mur, là où une fissure courait comme une faille dans le béton. Il n'avait pas parlé depuis des jours, n'avait pas émis un son depuis son arrestation. Mais il s'est levé. Ses jambes tremblaient, mais il s'est quand même relevé, lentement et délibérément, comme un homme luttant contre des chaînes invisibles. « Appelle mon grand-père. » Sa voix était basse, rauque, à force de ne plus s'être servi. « Gerald Boone, maître Gerald Boone. » Le silence qui suivit fut sans précédent. C'était comme si l'oxygène avait été arraché de la pièce. Le temps lui-même sembla s'être arrêté. Le juge cligna des yeux. Le procureur laissa tomber son stylo. Gerald Boone. Certains dans la salle n'avaient entendu que son nom. D'autres avaient vécu la peur de l'affronter au tribunal. Ce n'était pas un avocat ordinaire. C'était une force, une relique d'une époque où le droit était un champ de bataille et où les droits civiques se combattaient à la sueur et au sang. Il avait autrefois démantelé le réseau de corruption d'un service de police entier. Il avait pris sa retraite discrètement 10 ans auparavant, disparu des projecteurs. La plupart le croyaient mort. Certains l'espéraient, mais ce n'était pas le cas. Et maintenant, il arrivait. 3 jours après que la condamnation à mort eût été prononcée comme un ordre dans une salle de guerre, les portes du tribunal s'ouvrirent en grinçant, avec un grognement de défi qui semblait résonner sur chaque mur de marbre froid. Ce n'était pas seulement le bruit qui faisait tourner les têtes, c'était la présence. Gerald Boone entra comme une tempête se préparant à prendre forme humaine. Son dos était droit, ses épaules carrées sous le poids de l'histoire, et chacun de ses pas heurtait le sol comme un défi à tout ce que ce lieu représentait. Il portait un costume bleu marine, ni neuf, ni tape à l'œil, mais méticuleusement repassé. Un costume qui avait autrefois servi de décor au gouverneur s'était agenouillé aux côtés de familles en deuil et avait fait trembler les cages bien au-delà de cette salle d'audience. À l'instant où il entra, le silence tomba comme un voile. Les yeux s'écarquillèrent. Quelques journalistes plus âgés se penchèrent en avant, bouche bée. L'un d'eux murmura que Gerald Boone avait disparu depuis des années. Certains le croyèrent mort. D'autres murmuraient qu'il avait tout simplement abandonné. Mais personne ne s'attendait à ce qu'il franchisse ses portes. Pas aujourd'hui. Pas comme ça. Boone ne fit aucun effort pour saluer qui que ce soit. Aucun hochement de tête. Aucune salutation.
Son regard se porta droit sur la table de la défense, où Tyrrell était assis, voûté dans la même combinaison orange, les mains jointes devant lui. Boone ne parla pas pour la forme. Il s'approcha du garçon, se pencha légèrement et posa une main sur son épaule. Les mots furent bas, fermes, non pas pour que le tribunal les entende, mais pour que Tyrrell les porte. Il le tenait maintenant. Le regard que Tyrrell lui lança en retour n'avait pas besoin de mots. C'était le regard stupéfait de quelqu'un qui avait cessé de croire que quiconque se battrait pour lui, et encore moins quelqu'un ayant le pouvoir de faire trembler les murs de l'institution elle-même. Le lendemain, Boone avait déposé une requête en urgence pour annuler la condamna. En coulisses, la pression explosa comme un tuyau cassé. Dans les hautes sphères du pouvoir, le sénateur Carl Dunning, le visage rouge et faisant les 100 pas, décrocha son téléphone. Il n'hésita pas. Il appela directement le gouverneur à voix basse, d'un ton urgent. « Arrêtez ça. Trouvez un moyen. Faites disparaître ça. » Il avait promis à la famille Mercer que cela resterait enfoui. Boone était une variable que personne n'attendait. Le genre d'homme qui ne se laissait pas acheter, qui ne se laissait pas intimider et qui n'avait rien à perdre. Chaque voie juridique que Boone tenta d'emprunter fut barricadée. Les requêtes furent rejetées sans motif. Les dossiers furent déclarés manquants ou mal étiquetés. Les témoins furent soudainement injoignables. Les officiers qui avaient témoigné autrefois disparurent. Les juges qui devaient entendre le nouveau procès se récusèrent mystérieusement les uns après les autres. Chaque pas en avant s'accompagnait d'un pas en arrière. Chaque gain fut contré par un mur érigé du jour au lendemain. Mais Boone, en fin stratège, savait creuser là où les autres s'arrêtaient. Il ne se tourna pas vers les voies officielles, mais vers les failles qui se trouvaient en dessous. D'anciens alliés, des collègues retraités et même d'anciens ennemis au tribunal se retrouvèrent à répondre à ses appels. L'un d'eux le mena à un ancien greffier nommé Elias Moore, un homme nerveux et chauve qui travaillait désormais comme assistant juridique dans un petit cabinet familial en périphérie de la ville. Boone le trouva dans un café et, après 20 minutes de conversation à voix basse et de contact visuel constant, Elias glissa une petite clé USB noire sur la table. Ce que Boone découvrit changea tout. Les fichiers chiffrés contenaient plusieurs dossiers, datés et codés. Le premier contenait des images haute résolution de caméras de circulation, des images effacées des archives officielles qui montraient clairement Logan Mercer, portant le même sweat à capuche que celui décrit par le témoin initial, fuyant les lieux du meurtre. Son visage était visible, l'arme du crime brièvement aperçue lorsqu'il l'a fourré à l'arrière d'un SUV noir immatriculé au nom de la succession de la famille Mercer. Le second dossier contenait les journaux de communication interne de la police, annotés d'avis de suppression et d'horodatage. Des pages d'échange de courriels entre les agents, concernant la directive de supprimer toute mention de Logan Mercer des dossiers actifs. Au bas d'une chaîne figurait un nom, l'inspecteur Marcus Rains. Mais c'est le troisième dossier qui coupa le souffle de Boone. C'était un fichier audio de 37 secondes. Boone écoutait dans une pièce sombre, les yeux fermés. La voix était sans équivoque. Rains, fortement ivre, articulait mal un message vocal adressé à un destinataire inconnu. Il riait dans l'enregistrement. Il reconnaissait que le gamin n'était pas coupable. Il reconnaissait qu'il fallait quelqu'un de remplaçable. Il reconnaissait que l'entourage du sénateur avait clairement indiqué qui devait porter la responsabilité. Boone savait ce qu'il avait. Il retourna au tribunal, armé non seulement de faits, mais aussi de fureur. Il commença à délivrer des assignations à comparaître comme des balles tirées par une machine. Les journalistes, autrefois silencieux, révélaient désormais des faits. La pression médiatique s'intensifia. Boone contacta des observateurs fédéraux pour assister au débat, invoquant une corruption généralisée et des ingérences politiques. Même le juge Harland fut impliqué dans cette affaire. Boone déposa une requête pour l'assigner personnellement à comparaître, invoquant des liens financiers avec le Mercer Family Trust
et des contributions de campagne acheminées par l'intermédiaire de comités d'action politique fantômes affiliés au sénateur Dunning. Tandis que des bombes juridiques explosaient à travers la ville, Tyrrell restait assis en silence dans sa cellule de détention, essayant de calmer la tempête qui l'envahissait. Les souvenirs le hantaient, la salle d'interrogatoire avec ses lumières vacillantes, les murs de béton qui semblaient le serrer comme des poings, le visage de Rennes le hantait, le ricanement, le venin dans sa voix lorsqu'il lui disait que personne ne croirait un mot de ce qu'il disait, qu'il disparaîtrait dans le système comme les autres, que le procès n'était pas une question de culpabilité, mais de silence. Mais maintenant, Tyrrell n'était plus silencieux. Il avait été entendu. Et surtout, il avait quelqu'un qui le croyait. Gérald Boone était une force de la nature, un homme armé de livres de droit, d'une vie de cicatrices et d'une fureur vertueuse que personne ne pouvait susciter. Partout où Boone marchait, les regards le suivaient. Les officiers de justice se redressaient. Les journalistes se bousculaient. Les procureurs chuchotaient. Tyrrell commençait à sentir le changement, comme l'air revenant lentement dans ses poumons après une... Et un matin, assis à la table à côté de son grand-père, attendant le début d'une nouvelle audience préliminaire, il s'accorda un rare instant. Il sourit, un sourire discret et fugace qui, pour la première fois depuis des siècles, lui sembla, peut-être, juste peut-être, avait-il une chance. La salle d'audience était devenue méconnaissable par rapport à ce qu'elle était autrefois. Non plus une chambre d'écho creuse de l'injustice, mais un champ de bataille où la vérité affrontait le pouvoir. La galerie était bondée. Les journalistes des médias nationaux se penchaient en avant, la plume au poing, les flashs des appareils photo s'allumaient à chaque changement d'élan. Et tous les regards étaient braqués sur Gérald Boone. Il se tenait là, avec la posture d'un homme qui avait enterré des amis et combattu des démons en costume 3 pièces, et qui n'avait pas peur d'en affronter un autre. Boone commença méthodiquement. Il ne se précipita pas. Il ne fit pas de démonstration. Au lieu de cela, il posa les fondations pierre par pierre, laissant les faits parler dans leur forme la plus crue et la plus brutale. La clé USB, autrefois considérée comme une rumeur, avait été authentifiée par 2 experts indépendants, tous 2 présents à la barre. Ils ont confirmé que les traces d'empreintes digitales révélaient un accès administratif utilisé pour modifier et effacer plusieurs fichiers la veille de la mise en accusation initiale de Tyrrell. Les registres de la chaîne de possession de la police avaient été falsifiés. Les images de surveillance avaient été coupées. Boone laissait planer un lourd silence après chaque révélation. L'accusation s'efforçait de contenir l'implosion. Leur réfutation était mince, leur attitude défensive. Chaque mot prononcé ne faisait qu'éloigner davantage le jury. Puis vint la révélation du témoin anonyme, un homme connu dans les commissariats locaux comme un informateur de carrière, dont le nom n'avait heureusement jamais été publié. Boone dévoila un registre financier caché montrant de multiples versements en espèces provenant d'un fonds discrétionnaire directement lié au département du commissaire Granger. Le nom de Mercer figurait dans le même registre. L'insinuation était forte, sans que Boone ait besoin de le dire. Ce n'était pas de la justice, c'était de l'orchestration. La presse s'est déchaînée. Des articles ont été publiés en temps réel. La colère s'est emparée des réseaux sociaux. Devant le palais de justice, les manifestations ont repris. Seulement maintenant, des gens arborèrent des pancartes avec le visage de Tyrrell à côté des mots « innocent »,« piégé »,« libérez-le ». À l'intérieur du tribunal, Boone restait concentré, son ton inchangé, même lorsque les murs commençaient à s'effondrer. Le sénateur Dunning, qui autrefois menait la danse depuis ses bureaux cossus et lors de dîners en coulisses, recourait maintenant à des manœuvres désespérées. Il tenta d'accélérer le traitement d'une plainte auprès du barreau de l'État, affirmant que Boone exerçait une activité juridique illégale, tentant de salir son retour au barreau comme illégitime. C'était une démarche née de la peur et non de la prévoyance. Boone répondit avec une assurance tranquille. Il sortit de sa mallette une lettre signée par le directeur du barreau de l'État, datée et notariée des semaines avant le début du procès.
Elle confirmait la réintégration de Boone avec effet immédiat et sans restriction. Il avait prévu l'embuscade politique et s'était préparé en conséquence. Puis, le tournant. L'inspecteur Marcus Rains, autrefois l'enquêteur vedette, fut convoqué à la barre. Il entra, l'air hagard comme un homme qui n'avait pas dormi depuis des jours, la sueur perlant à son col. Boone le fixa du regard. Il lui posa des questions directes. Rain refusa de répondre. 1 fois, 2 fois, puis de nouveau. 13 fois au total. Il invoqua son droit au silence. Mais Boone eut une dernière révélation. Il demanda l'autorisation d'écouter un message vocal laissé sur une ligne sécurisée par Rains lui-même, un enregistrement audio récupéré sur la clé USB. Le juge hésita. L'accusation s'y opposa. Boone invoqua la jurisprudence de l'État concernant la recevabilité des aveux extrajudiciaires lors de nouveaux procès dans des circonstances exceptionnelles. Le juge céda. L'enregistrement fut diffusé. La voix de Rains, ivre et pâteuse mais indubitable, avoua tout. Il expliqua comment il avait reçu l'ordre d'enterrer des preuves, d'arrêter une cible choisie à l'avance et de sceller des dossiers sous la direction de ses supérieurs. Il nomma Dunning. Il nomma Granger. Il rit, avec regret, en disant que Tyrell n'était qu'un gamin qui se mettait en travers de son chemin. On aurait dit une mouche volée à la fin de l'enregistrement. Le juge tenta de l'ignorer, mais Boone fut plus rapide. Il cita la jurisprudence de l'État, puis celle du tribunal fédéral. Il cita des décisions remontant à 30 ans, toutes pointant vers une vérité. Boone pivota de nouveau. Il appela son dernier témoin, M. Ellis. 2 semaines plus tôt, Boone avait frappé à la porte de l'appartement du vieil homme, tard dans la soirée. Ellis avait supplié de témoigner, sachant ce qu'il avait vu cette nuit-là, au moment où Tyrell rentrait avec les courses, quelques minutes avant que le sénateur ne soit abattu. Mais ses offres avaient été balayées d'un revers de main par l'ancien avocat de Tyrell. Boone lui avait promis qu'il aurait son jour. Et ce jour était arrivé. Ellis se dirigea vers la barre d'un pas lent et posé. Il ajusta ses lunettes, s'éclaircit la gorge et raconta au tribunal ce qu'il avait vu. Sans hésitation, il confirma que Tyrell était chez lui avant le meurtre. Boone ne posa plus de questions. Le jury n'en avait pas besoin. La salle d'audience vibra d'électricité lorsque le juge Harlan se leva brusquement. Son visage, autrefois figé et indéchiffrable, était devenu pâle. Il prit son marteau puis s'arrêta. Il a annoncé l'annulation du procès et, sans plus de précision, a déclaré qu'il démissionnerait de son poste pour raisons personnelles. Il n'y a pas eu d'applaudissements. Juste un silence stupéfait. Boone ne s'est pas contenté d'une seule victoire. Il a immédiatement porté plainte. Des poursuites civiles ont été engagées contre le département de police pour poursuites abusives. Des plaintes pénales ont été déposées contre Rain et Granger. Il a contacté le ministère de la Justice, joignant les preuves numériques et demandant une enquête officielle sur la corruption judiciaire au sein de l'ensemble du système judiciaire pénal du comté. Des enquêteurs fédéraux ont été dépêchés sur place quelques jours plus tard. Les conséquences ont été rapides. Le commissaire Elliot Granger a démissionné sous la pression et a disparu de la scène publique. Le sénateur Carl Dunning a annulé toutes ses apparitions dans les médias et a été discrètement démis de ses fonctions au sein des commissions. Son nom, autrefois prononcé dans les cercles politiques comme celui d'un faiseur de roi, était désormais couvert de honte. Et Logan Mercer, l'enfant prodige dont les erreurs avaient coûté la liberté à un innocent, a été arrêté. Pas de plaidoyer, pas de faveur politique, Boone y avait veillé. Le système avait cédé. Et finalement, il s'est effondré. Mais Boone savait que ce n'était pas la fin. Ça ne l'a jamais été. La corruption ne disparaissait pas dans une seule salle d'audience. Elle attendait, s'adaptait, puis revenait dans l'ombre. Mais aujourd'hui, pour cette affaire, la justice avait enfin parlé. Et le garçon qu'ils avaient tenté d'effacer n'était plus invisible.